Les frères Kouachi se sont réclamés d'un groupe, Al-Qaïda notamment, et Koulibaly de l'organisation de l'État islamique. Est-ce qu'on a plus d'éléments là-dessus? On sait pertinemment que les frères Kouachi ont agi au nom d'Al-Qaïda, parce qu'ils l'ont dit à la personne qui leur a ouvert la porte à Charlie Hebdo, ils l'ont dit à la personne à qui ils ont braqué leur voiture, et ils l'ont dit dans une conversation téléphonique à un média français. Mais le dire, c'est pas forcément la vérité. Tout à fait. Par contre, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, ils ont sorti un communiqué que France 24 a pu avoir, que AP a pu avoir, où ils expliquent point par point pourquoi ils ont ciblé Charlie Hebdo, pourquoi ils ont assassiné les dessinateurs de Charlie Hebdo. Mais ils ne revendiquent que cette opération donc de Charlie Hebdo. Il n'y a aucune mention de ce qu'a fait Koulibaly. Donc c'est deux choses différentes. D'ailleurs, nous, ici à France 24, on était sur la piste d'Al-Qaïda dès le début pour différentes raisons, mais la plus importante est que Charlie Hebdo est sur la liste d'Al-Qaïda depuis plusieurs années. Que Charb, un des dessinateurs assassinés, était désigné nommément dans le journal d'Al-Qaïda Inspire en langue anglaise. Et même quand on voit le mode opératoire des frères Kouachi, le niveau de coordination entre eux, ça dénote des actions qu'on peut qualifier des actions, on va dire, aléatoires ou de loup solitaire. C'était une opération bien préparée, entre guillemets. On va y revenir sur cette coordination dans un instant, mais j'ai une autre question. Est-ce que, d'entrée de jeu, les responsables que vous avez pu avoir d'Al-Qaïda, notamment au Yémen, dans la péninsule arabique, ont revendiqué l'opération de Charlie Hebdo? C'est pas d'entrée de jeu, c'est quelques heures après. Et d'ailleurs, dans le communiqué, ils disent qu'ils n'ont pas revendiqué dès la première heure parce qu'il faut savoir que l'identité des frères Kouachi n'a pas été dévoilée. Et eux, ils ont dit, entre guillemets, bien sûr, que pour des raisons sécuritaires, ils n'avaient pas revendiqué tout de suite. Et d'ailleurs, on a vu une vidéo de Nazari, donc qui est un chef religieux d'Al-Qaïda, qui est sorti en éloge de cette opération. Mais d'après ce qu'on sait, cette vidéo devait sortir pendant et pas après. Donc ça, c'est aussi un élément qui se rajoute. Mais aussi, par exemple, avant qu'il y ait la revendication officielle d'Al-Qaïda, beaucoup ont dit que c'était le fait de l'organisation de l'État islamique. Mais dès le début aussi, dès jeudi, c'était pertinent que ce n'était pas l'État islamique qui était derrière. Pourquoi? Parce que l'État islamique a une radio locale en Irak. Et ils ont couvert cette info, entre guillemets, et ils lui ont consacré 25 secondes en qualifiant les assaillants, donc les frères Kouachi, avec des termes très spécifiques. Ils ont dit les héros djihadistes. Mais quand on sait que djihadiste est un terme neutre, ils n'ont pas dit moudjahidine. Donc en arabe, ils ont choisi de dire djihadiste. Et c'est la première fois que j'entendais dans un communiqué officiel de cette organisation l'usage du terme djihadiste. Donc déjà, ils prenaient une distance. Donc après, on se demande pourquoi Koulibaly s'est revendiqué de l'État islamique avec une vidéo d'allégeance qui n'est pas une vidéo officielle. Ça aussi, il faut le noter. C'est une vidéo qu'il a filmée lui-même entre deux attaques et qui a été remaniée a priori en Syrie et diffusée depuis la Syrie, mais pas via un canal officiel donc de l'État islamique. Mais son action répond quand même aux appels du porte-parole de cette organisation qui appelle leurs sympathisants en Occident à frapper. Et quand on voit le mode opératoire, donc un mode aléatoire, donc lui, il avait comme cible les policiers, sans choisir, on va dire, un commissariat ou autre. Il voulait frapper un symbole juif, donc il a attaqué cette supérette cachère. Donc, c'était pas bien préparé, à la différence de l'opération des frères Kouachi. Il a pris des otages, par exemple. Les frères Kouachi, ils ont assassiné, mais ils n'ont pas pris d'otages. Ils ont libéré la personne à qui ils ont volé une voiture, ils ont libéré le directeur de l'imprimerie où ils étaient retranchés. Ils ne savaient pas qu'une autre personne était au deuxième étage. Donc c'est complètement différent. Les modes opératoires sont différents. Et si on veut expliquer cette synchronisation, comme Koulibaly l'a dit, il faut revenir à la relation personnelle entre Koulibaly et les frères Kouachi. Voilà. Ce sont des amis. Il a fait du temps en prison avec un des frères. Il y a une relation personnelle entre les deux. Et donc du moment où les frères Kouachi étaient passés à l'action, les services auraient pu très bien remonter à Koulibaly, qui a participé quand même à l'équipement, on va dire, des frères. Donc, à mon avis, c'était opportuniste de sa part, et il l'a dit lui-même, c'est pour faire plus de bruit. Mais d'ici à dire qu'il y a eu une coordination entre État islamique et Al-Qaïda, ce n'est pas le cas. Il y a eu une coordination au niveau personnel. Il ne faut pas oublier que jusqu'à l'heure,
l'État islamique n'a pas les moyens de monter des opérations en Occident. Il a les moyens d'inciter les gens à agir, comme on a vu à Londres, comme on a vu au Canada, comme on a vu en Australie, mais monter une opération comme Al-Qaïda le fait, comme ça s'est traduit avec l'attaque de Charlie Hebdo et les assassinats. On n'en est pas là encore. Les deux groupes ne sont pas prêts de coordonner parce qu'ils sont en guerre idéologique. Mais vraiment, ça veut dire, j'ai interviewé avec des journalistes d'AP, un journaliste de Times et un écrivain américain, le numéro 3 d'ACPA il y a encore quelques semaines. Et c'est dans cette fameuse interview qu'il a dit qu'ils étaient contre les décapitations, contre le fait de filmer les exécutions et diffuser ça sur les réseaux, qu'il était contre le califat, qu'il trouvait que le califat déclaré par l'État islamique était illégitime. Ça, plus la guerre ouverte entre les deux groupes en Syrie, qui s'est bien sûr freinée à cause des frappes de la coalition, mais il y a eu des centaines de morts entre la branche syrienne d'Al-Qaïda et l'État islamique. Donc ça, c'est pas près de s'effacer. En plus de la guerre idéologique entre les deux groupes. Donc ce n'est pas une coordination au niveau des groupes ni au niveau des chefs, c'est une coordination qui s'est faite à cause des relations personnelles entre les Kouachi et Koulibaly. À regarder de plus près, qu'est-ce qui diffère entre les deux actes, l'attaque des frères Kouachi sur Charlie Hebdo et les deux attaques menées par Koulibaly à Montrouge puis Porte de Vincennes? Le mode opératoire est différent. Il est complètement différent. Ça veut dire on a d'un côté une opération préparée, une opération qui a nécessité que au moins un des deux frères aille au Yémen, s'entraîne, plusieurs voyages au Yémen, le dernier en 2011, donc il y a 3 ans et quelques. Donc c'est quelque chose de préparé à la longue, comme on est accoutumé aux opérations malheureusement d'Al-Qaïda qui sont préparées. Et Koulibaly, vous le disiez, c'est plutôt de l'improvisation? C'est plutôt de l'improvisation, c'est plutôt, ça s'assimile aux attaques de loups solitaires, si on peut qualifier ça comme ça. Ça veut dire que quelqu'un agit seul, au nom d'un groupe, et le groupe donné, après, va récupérer cette attaque, la revendiquer, mais ce n'est pas pour autant que c'est préparé par le groupe ou réfléchi par les chefs du groupe en Irak. C'est à ça qu'il faut faire attention. Il y a une grosse différence entre les deux modes opératoires. Et en tout cas, c'est deux défis différents, si je puis dire, que ce soit pour les services ou pour les autorités. Donc la menace des gens qui peuvent agir comme ça tout seuls, elle est beaucoup plus diffuse. Alors qu'une attaque bien préparée peut être décelée à temps. Mais dernièrement, on a eu tendance à oublier Al-Qaïda, à se concentrer donc, sur l'État islamique, alors qu'in fine, l'État islamique, il a plutôt une vocation régionale à agir. Il est en train d'instaurer son État, d'administrer un peuple, de mener une guerre contre 60 pays. Alors qu'Al-Qaïda, d'un autre côté, elle n'a pas ce genre de prérogatives. Elle s'est toujours concentrée pour frapper les intérêts de l'Occident, ce qu'elle appelle l'ennemi lointain dans leur idéologie, alors que l'État islamique se concentre sur l'ennemi proche dans son idéologie. Donc, c'est deux approches complètement différentes. Et on a eu tendance à oublier que Al-Qaïda, et spécifiquement Al-Qaïda au Yémen, dans sa branche yéménite, était la seule branche du groupe qui avait les moyens de frapper en Occident. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains se concentrent sur le Yémen depuis 2002, depuis plus d'une décennie. Donc les frappes de drones, elles ont bien commencé au Yémen. Ce n'était ni au Pakistan, ni en Afghanistan. Parce que les Américains sont conscients que cette branche, elle a les moyens techniques et humains de menacer les intérêts de l'Occident, ce qui s'est traduit à Charlie Hebdo. Dans le dernier magazine Inspire d'Al-Qaïda, la France est citée nommément. Air France est menacée nommément. Une filiale de Total a été attaquée au Yémen il y a encore quelques semaines. Et le nom de Vincent Charbonnier, Charb, figurait dans cette liste communiquée dans Inspire. Tout à fait. Dans un ancien numéro d'Inspire, mais oui, il était une cible